Je savais que j'étais en forme, mais j'avais pas encore une confiance en moi très élevée. Et même si tout le monde me disait mais si t'es bien Clem, ça va le faire et tout, je m'autorisais pas vraiment à croire dans une victoire. Un podium, j'espérais, mais une victoire quand même pas. Je m'étais dit tu pars vite. C'est ce que j'ai fait. Et derrière, au final, j'avais pas forcément pensé à la suite de la course en termes de stratégie. Et donc le fait de partir vite, ça m'a tout de suite bien placée. Je me suis pas posé de questions, chose que d'habitude je fais davantage. Et c'était bien de pas se poser de questions. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Clémentine Geoffrey. Clémentine a réalisé une performance remarquable au début du mois de juin et est revenue des championnats du monde de trail court à Innsbruck, le coup chargé de 2 médailles d'or, une en individuel et une par équipe. Ayant déjà connu le plus haut niveau national en kayak avec plusieurs sélections en équipe de France junior, Clémentine s'est ensuite lancée dans le trail, où elle a obtenu là aussi très rapidement des résultats significatifs, avec notamment un titre de championne de France obtenu en mars dernier et 2 sélections en équipe de France de course en montagne. Clémentine va partager avec nous aujourd'hui sa course épique en Autriche, cadre de ses derniers championnats du monde, qu'elle a abordé avec beaucoup d'envie, de confiance et de sérénité, à la fois pour elle, mais aussi pour servir au mieux les intérêts de l'équipe de France. J'ai passé un moment très agréable en sa compagnie, je suis sûr que ce sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Clémentine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, une famille en or. Salut Clémentine. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Très bien. Pour tester le micro, tu m'as fait des petites prévisions météo. En tout cas, voilà, il a l'air de faire beau là où tu es aujourd'hui. Ouais, il fait grand beau à Grenoble et c'est trop bien. Clémentine, on enregistre cet épisode le 28 juin, qui est la journée mondiale du naturisme, donc je suis très content que ce podcast ne soit pas filmé. Non, je plaisante. Le 28 juin, c'est aussi l'anniversaire d'Elon Musk, qui fête aujourd'hui ses 52 ans, et c'est aussi celui de l'explosion en plein vol de sa mission SpaceX CRS-7, qui était partie ravitailler l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et qui a explosé à peine 2 minutes après son décollage à 40 km d'altitude. On a connu mieux comme cadeau d'anniversaire quand même pour ce bon Elon. Ah oui, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle. J'espère qu'en dépit de ce contexte, cet épisode sera détonnant, en tout cas pour nous deux, j'en ai aucun doute, ça va être de la bombe. Clémentine, pour commencer, on va revenir forcément beaucoup sur tes mondiaux aujourd'hui. On va parler vraiment plus particulièrement de la course, là où on est à un peu plus de 3 semaines de ce grand rendez-vous. Comment tu sors de tout ça ? Est-ce que tu es encore sous cette déferlante de témoignages que tu as dû recevoir et puis tu es sur un nuage bleu-blanc-rouge encore à l'heure où on se parle ? Oui, c'est vrai que je suis toujours sur mon petit nuage, mais quand même le retour à la réalité s'est bien passé et maintenant je comprends qu'il faut que j'aille de l'avant aussi, qu'il faut que je passe à autre chose, même si ce titre je l'ai et comme on m'a dit tu l'auras toute ta vie, donc ça c'est génial. Mais tu l'auras toute ta vie. Ça fait partie de toi et ton histoire en tout cas. Voilà, ça fait partie de moi. Personne ne pourra te l'enlever, ça c'est une certitude. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, j'ai envie de poursuivre l'aventure le plus loin que je pourrais, donc toujours en prenant du plaisir et sans changer ma manière de faire et d'être. Est-ce que 3 semaines c'est le temps qu'il faut pour réaliser ou c'est pas encore tout à fait suffisant ? Si, non, là, c'est bon, j'ai réalisé, je pense que j'avais réalisé, même dès la fin des championnats, quand on était encore tous ensemble en équipe. Et puis même là, quand je suis rentrée chez moi, revoir mes proches, c'est sûr, ils avaient des étoiles dans les yeux et moi aussi, donc j'ai bien réalisé. Mais j'ai aussi à cœur de me dire... t'as réussi à faire ça, de le garder en moi comme quelque chose qui me resservira plus tard et d'avancer sur... c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est ça.
Clémentine, on va ouvrir ce podcast avec la traditionnelle question de présentation, mais j'impose toujours une petite restriction à ça. Tu ne peux pas me parler de sport. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui peut-être pour certains ne te connaissent pas très bien? Qu'est-ce qu'il faudrait savoir de toi avant même de parler de sport? Qu'est-ce que tu peux leur raconter sur ton âge, ton lieu de vie, ce qui t'anime dans la vie? Alors oui, donc je m'appelle Clémentine Geoffrey, j'ai 28 ans. Actuellement, depuis septembre 2022, j'habite à Grenoble. Je suis à la base enseignante de PS. Cette année, je travaille à la Fédération française du sport universitaire. Et ce qui me caractériserait, je pense, c'est que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste au quotidien, de curieuse. J'aime beaucoup les rencontres, rencontrer les gens et connaître un peu les histoires de vie. Puis j'adore la nature, donc bien sûr j'aime courir en nature, mais au-delà de ça, j'aime les grands espaces, j'aime la montagne et c'est un environnement qui m'apaise et dont j'ai besoin au quotidien. On va revenir à ta plus tendre enfance. Quel est ton rapport au sport dans tes plus jeunes années? Et puis, il y a le kayak qui a été une ligne conductrice très forte de ta vie sportive plus jeune. Est-ce que tu peux nous raconter aussi comment cet intérêt est né pour le kayak? Est-ce que ça a été un héritage familial? Est-ce que c'est toi qui as développé cet intérêt-là pour le kayak? Et puis, est-ce qu'il y avait de la place aussi pour d'autres sports? Alors le kayak, je m'y suis mise, ça c'est grâce aux copains de l'école primaire, parce que du coup en CE1, CE2, j'avais donc la famille Duprat, qui étaient des bons amis à moi, Orlan, Robin, qui m'ont dit viens essayer le kayak à la base de Longeville, à Ambronay. Donc je suis allée avec eux sur le lac et puis je me suis rapidement pris au jeu. Je me souviens que la première séance de kayak, j'étais contente parce que j'arrivais à aller tout droit, à tracer une ligne droite sur le lac. Et puis petit à petit, voilà, là, ça a vraiment été une aventure avant tout amicale. Et Quel âge tu avais à l'époque? j'avais 8 ans quand j'ai commencé. Et c'est pas mes parents qui faisaient du kayak. Eux, par contre, ils m'ont énormément soutenue. Ils m'ont amené sur les tous les samedis à la base de Longeville pour m'entraîner. Après ça, au début c'était tous les samedis et puis après c'était 2, 3 fois par semaine, voire plus. Donc ça a vraiment été fondateur pour moi. Enfin, ma rencontre avec la famille Duprat, parce que derrière ils m'ont fait faire plein de sports en fait. Plein de sports de pleine nature. Le kayak, c'est ce qu'on fait l'été, mais l'hiver, on faisait du ski de fond. Du coup, j'ai appris grâce à eux le ski de fond, le VTT. On faisait de la course à pied aussi. Ils organisaient le triathlon, qui est un raid vers chez nous. Donc, Jeu de mots. ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai rapidement été baignée dans tous ces sports de pleine nature. Et en plus de ça, à l'école, du coup, on faisait les crosses du collège, dans lesquels j'étais quand même, je réussissais bien. Et donc, je savais que j'avais cette appétence et cette réussite en course à pied. Mais pour autant, j'ai fait du kayak jusqu'à mes 22 ans, à peu près. À quel moment tu as mesuré ton potentiel? À quel moment tu as senti que toi, tu avais peut-être envie de te frotter un peu plus à la dimension compétitive du kayak? Et puis, voilà, à quel moment tu t'es dit quand même que tu avais des vraies qualités et qui pouvaient te mener au plus haut niveau? Oh là là, le kayak, en fait, j'ai tout de suite commencé en compétition. Peut-être 6 mois après que j'ai commencé, on m'a mis sur la compète, la traversée de Lyon. Donc c'était une petite compétition, mais on était gamins, hein, j'étais poussine du coup. Et puis j'étais arrivée 3e de cette compétition. Et voilà, très rapidement, en fait, j'ai toujours envisagé cette discipline du kayak en compétition. Donc au final, même quand j'ai arrêté le kayak, je me voyais pas aller m'entraîner en kayak comme ça, juste m'entraîner. Parce que pour moi, donc je faisais du slalom et de la descente. Et en slalom, tu passes des portes. Et je me voyais pas franchir des portes juste sans but derrière, sans but de compétition. Donc c'est vrai que dès le début, j'ai eu cette dimension compétitive. Et en voyant mes bons résultats, en fait, s'il y avait même pas une notion de résultat, parce qu'on était un club et tout le monde allait participer à la compétition. Il y en avait des meilleurs que d'autres, mais au final, on se posait même pas la question de pourquoi on va faire cette compétition. C'est juste, c'était le rassemblement du club et on y allait, quoi. Tu as brillé au très haut niveau en kayak puisque tu as été championne du monde junior en 2011 par équipe en descente et championne de France junior 2012 de slalom notamment. Qu'est-ce que tu retiens de ces années en équipe de France et au plus haut niveau? Qu'est-ce que tu en as aimé et peut-être appris pour la suite? Avant tout, les rencontres que j'ai pu faire. J'ai quand même rencontré des très bons amis au kayak et en équipe de France de kayak. Je retiens aussi la pression un petit peu particulière qu'on peut avoir sur ces événements internationaux où tu représentes ton pays. Ça, c'est toujours particulier et c'est transcendant et c'est une réelle
motivation pour donner le meilleur de soi-même. Je retiens aussi les courses par équipe parce qu'au final, voilà, on avait gagné en 2011 par équipe et c'est encore autre chose parce que le kayak, comme le trail, c'est un sport individuel et ce jour-là, il faut pas compter que sur soi. Enfin, faut vraiment essayer de faire quelque chose ensemble et c'est fabuleux quand ça se produit, quand on arrive à faire une belle course toutes les trois. Donc je retiens ça. Et au-delà de ça, après le kayak, j'ai toujours eu aussi, surtout en slalom, cette relation. J'adore je t'aime moi non plus un petit peu parce que j'adore vraiment ce sport. J'aime la glisse, j'aime passer des portes, toute cette technicité qu'il y a derrière. Mais j'ai toujours eu un petit peu peur de la grosse eau vive. Et je me souviens que justement en 2012, quand j'ai été championne de France, c'était à Bourg-Saint-Maurice. Donc Bourg-Saint-Maurice, c'est la Mecque un petit peu du kayak. Le parcours était sur le haut de Bourg-Saint-Maurice, donc sur la partie la plus volumineuse et la plus turbulente. Et au départ, j'avais super peur, quoi. J'avais peur de la course, mais surtout peur des vagues qui m'attendaient, enfin des mouvements d'eau. Et concrètement, ta crainte, c'était quoi? La peur que tu as, c'est de te retourner, c'est d'y rester? Enfin, quel scénario tu te faisais? Un petit peu, oui, c'est ça, parce que j'étais pas la plus à l'aise dans la technique de l'esquimotage. Donc, quand tu te retournes et qu'il faut ensuite se remettre dans le bon la sens. surface, faire la tête en l'air, oui. Ouais, voilà, la surface. Et ouais, ma crainte, c'était de me retourner et de finir à la nage parce que j'arrivais pas à esquimoter. Et au final, je pense que ça me rendait d'autant plus vigilante et d'autant plus attentive à bien prendre les mouvements d'eau sur les côtés au mieux pour me placer et pas être trop chahutée. Et ce jour-là, ouais, j'ai réussi à faire des bonnes courses parce qu'il y avait demi-finale et finale sur le Haut-de-Bourg. Et c'était donc à chaque fois, je me prouvais quelque chose en réussissant ne serait-ce qu'à descendre le bassin. Donc c'était aussi ça qui me faisait grandir dans ce sport. Et en même temps, c'était quelque chose qui me pesait au quotidien parce que du coup, ça me stressait. Parce qu'avant pas avant chaque séance, mais quand j'avais des séances en grosse eau vive, je pouvais ne pas me sentir bien parce que j'avais cette appréhension, cette boule au ventre un petit peu. Donc c'était assez ambivalent comme relation. On va parler de l'arrivée de la course à pied dans ta vie, mais pour poursuivre un peu sur le kayak, à quel moment tu t'es décidé de le mettre de côté, en tout cas à haut niveau? Est-ce que ça a été un déchirement? Est-ce que ça a été un choix raisonné? Alors, ça s'est fait assez naturellement parce que du coup, j'ai intégré le pôle France de Toulouse en 2012 et j'ai pas été en équipe de France moins de 23 ans les 2 années qui ont suivi. Et donc, quand t'es pas en équipe de France pendant 2 ans, tu sors du pôle. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et j'ai fait cette transition donc du kayak à la course à pied assez naturellement parce que j'étais en 3e année à Sciences Po Toulouse et c'est l'année de mobilité. Et je suis partie en Pologne pour 6 mois pour faire un stage dans lepetitjournal.com/Varsovie. C'est un journal, c'est pas le petit journal de Yann Barthès, c'est un journal pour les expats. C'est pour les expats? Oui, ouais. C'est ça, pour les expatriés français à Varsovie. Et là-bas, j'avais pas de kayak, hein, il y avait la Vistule, mais il y avait pas de kayak. Et donc, je me suis mise à courir, notamment avec des Italiens, enfin, à distance avec des Italiens. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle Try Running Movement, que j'avais contacté. En fait, ils proposaient des plans d'entraînement et je les avais contactés pour, en leur proposant, qu'ils me fassent un plan d'entraînement et moi, en parallèle, enfin, en contrepartie, je leur traduisais leur site internet, qui était en italien. Alors, je parlais pas italien, mais il était en anglais et donc je leur disais, je peux traduire de l'anglais au français si ça vous intéresse. Et donc, ça les a intéressés. Donc, j'ai échange de bons procédés. Ouais, j'ai commencé comme ça à courir là-bas, à courir pas mal là-bas, ouais. Quel souvenir tu gardes de ta première course? Alors, ma première course, laquelle je vais choisir, parce que, la toute première, je pourrais dire que c'était vraiment dans l'Ain, ça devait être la Ronde des Grangeons, ou une course vraiment locale. Oui, si, c'est ça. Je me souviens que mes parents l'avaient faite quand j'étais petite et je me disais, c'est un truc de fou, c'était 16 kilomètres, c'est long. Et je m'imaginais jamais faire ça. Et le jour où je l'ai faite, en fait, ça s'est très bien passé. J'ai d'ailleurs un copain kayakiste, Titouan, qui avait fait une hypoglycémie. Je l'avais rattrapé au milieu du parcours. Mais donc j'en garde un super bon souvenir. Ouais, d'avoir aussi une satisfaction d'avoir réussi à parcourir les 16 kilomètres que j'aurais pensé inatteignables il y a quelques années.
Qu'est-ce qui t'a plu là dans cette expérience, l'expérience de course, et plus globalement le fait que tu te consacres avec un peu plus intensément et plus d'engagement à la course à pied? Qu'est-ce que tu as aimé de l'expérience et qui était probablement très différent de ce que tu pouvais connaître en kayak? Ouais, et ben justement, le fait de parcourir de grandes distances, alors 16 kilomètres, ça me paraît pas grand maintenant, mais à l'époque, ça l'était. Voilà, de parcourir de grandes distances, sur des sentiers, donc découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux sentiers. Ça, c'était hyper motivant, et aussi découvrir moi-même, en fait, enfin découvrir mon corps, l'appréhender, voir comment il réagissait. Tout ce que j'avais pas vécu ce genre d'effort en faisant du kayak, donc ouais, tout ça c'était nouveau, et c'était des belles découvertes et super motivant pour avoir encore plus envie d'aller loin dans l'expérience. Tu as connu des débuts très prometteurs et fulgurants là aussi, puisque tu as été championne de France espoir en trail dès 2016. Ça a été une surprise pour toi d'être performante aussi rapidement? Euh, oui, quand même. Après, ça reste championne de France espoir. Je voyais quand même bien que j'étais pas parmi les toutes meilleures seniors. Mais en tout cas, c'était une vraie satisfaction, et je me projetais du coup dans une nouvelle pratique compétitive. Je me suis rapidement projetée dans une nouvelle pratique compétitive, ouais, après le kayak. J'ai pas vraiment eu de transition où j'ai juste fait du sport plaisir. Enfin, ça reste du plaisir, mais voilà, il y avait un entraînement derrière, et j'ai toujours appréhendé le sport un petit peu de cette manière. Donc ça a été un nouveau projet sportif. Qu'est-ce qui t'a guidé ensuite là dans tes choix de course? Qu'est-ce qui te faisait envie? Et puis selon toi, qu'est-ce qui est important de trouver dans une course? Et si tu devais mettre les ingrédients de la course idéale, ce serait quoi? Bah déjà, j'étais quand même assez attachée au circuit fédéral, donc naturellement, je faisais les championnats de France, donc de trail, de course en montagne. Et derrière, les ingrédients d'une course, ben j'aime découvrir des nouveaux lieux, donc bon bah si possible que ce soit dans des parcours que j'ai pas encore parcourus justement. J'aime pas spécialement refaire plusieurs fois la même course. Et puis derrière, que ce soit beaucoup sur les sentiers, pas trop de route, en montagne si possible. Mais après, je suis pas très difficile là-dessus. En principe, j'aime bien tout simplement ouais, découvrir une nouvelle organisation d'une manière générale. Et avec des copains et un bon résultat, Oui. c'est encore mieux. Ah oui, oui, oui. Avec les copains et le bon résultat, c'est le feu. Comment est-ce qu'elles s'organisent tes années de course habituellement? Comment est-ce que tu planifies? Est-ce que enfin, à quelle échéance tu as une visibilité sur de quoi va être faite ta saison à venir, et quels sont les premiers pions que tu commences à poser, et puis comment tu les détermines? Alors souvent, bah ça se fait au début enfin je dis septembre parce que je fonctionne un peu par année scolaire, mais on va se dire en septembre, on va regarder quand sont les championnats de France justement, quand sont voilà les courses de sélection s'il y en a, vu que je suis assez attachée à l'équipe de France. Souvent, je commence ma saison par des crosses. Alors, je sais pas si je vais continuer sur ce profil-là, mais voilà, j'aime bien commencer par des crosses. Derrière, je regarde les échéances nationales, on va dire. Et avant chaque gros objectif, j'essaye de me mettre des objectifs intermédiaires. Donc, 2 ou 3 semaines avant, un objectif intermédiaire pour prendre un départ. Parce que je trouve que c'est important quand même d'avoir fait quelques courses avant d'avoir ton gros objectif qui arrive. Comme ça a pu être le cas pour les Mathésins justement Mm. avant tes championnats du monde. Ouais, exactement. J'étais bien contente cette année parce que avant les mondiaux, j'ai fait les Mathésins, et j'ai aussi fait le trail du Mont Saint-Michel. Enfin, c'est peut-être un trail local, mais voilà, ça me permet de remettre un dossard et de me donner à fond et de me dire ce qu'il y a à faire comme réglage. Est-ce que tu pourrais nous dire, Clémentine, ce que tu penses être aujourd'hui tes points forts, et puis les zones sur lesquelles tu penses qu'il y a du travail, et sur les chantiers que toi tu as identifiés sur lesquels tu as envie de travailler? Tu as notamment la réputation d'être une très bonne descendeuse, entre autres. Ouais, oui. Alors du coup, oui, la descente, je me rends compte que c'est bien mon point fort, ouais. Et puis c'est quelque chose, enfin, je m'éclate en descente. Justement, ça me rappelle un petit peu la pratique du kayak où fallait lire la rivière. Bah là, c'est pareil. En fait, faut lire le sentier, et t'es tellement concentré sur la technicité du sentier que t'en oublies ton effort. Et j'ai un peu l'impression d'être dans un état pas de flow, mais de concentration élevée, qui me fait un peu oublier tout le reste, et ça j'adore.
Est-ce qu'il y a une dimension ludique aussi, ou est-ce que tu es plus sur un sujet de focus et de concentration maximale, ou est-ce qu'il y a aussi de la place pour presque comme un enfant qui dévalerait une pente, Ah oui, te sentir, t'amuser quoi? oui, oui, bah il y a cette place, oui, oui, il y a du ludique, il y a énormément de plaisir. Je prends énormément de plaisir, mais du coup, je prends du plaisir dans cet état de concentration. Je sais pas comment l'exprimer, mais du coup, c'est C'est vraiment... compatible en tout cas. Ah oui, oui, les deux sont ensemble. Et d'ailleurs, je pense que si j'étais pas autant concentrée, je prendrais pas autant de plaisir parce que ça se déroulerait peut-être pas aussi bien. Donc les deux sont mes alliés pour descendre au mieux. Donc la descente, je pense que c'est un de mes points forts. Je pense aussi que j'ai une bonne capacité à maintenir un rythme d'intensité élevée sur une distance élevée. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas trop frottée à ces distances 45 km, mais là, je pense que j'ai des qualités qui peuvent être utilisables pour ce format-là de course. Et derrière, ben, mes points plus faibles, ce serait déjà de bien réussir à m'alimenter en course. Donc là, au mondiaux, ça s'est bien déroulé, mais ça, je pense que j'ai encore des améliorations à faire, du travail à faire là-dessus, et toujours travailler ma capacité à monter. Alors, je suis pas une mauvaise monteuse, qu'est-ce que je dis? Grimpeuse. Mais voilà, je pense que je peux encore faire des progrès là-dedans, progrès aussi dans les transitions, des fois, quand il faut marcher vite, après recourir, transition marche-course. Voilà, tout ça, je pense qu'il faut vraiment continuer à le travailler. Et mentalement, comment tu t'estimes? Alors mentalement, oui. Bah là, sur les mondiaux, vraiment, ça a été. J'avais les crocs, j'avais tout, j'avais les jambes et j'avais l'envie et la motivation. Ce qui a peut-être pas été toujours le cas. Du moins, j'avais peut-être moins les crocs les années d'avant où j'arrivais pas à autant m'engager. Là, j'ai réussi cette année à lever un peu des barrières par rapport à ça, ouais. Donc j'ai à cœur de continuer à les avoir, ces crocs. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils sur la descente? Moi, je suis un très mauvais descendeur. S'il y avait deux, trois choses, deux, trois petites idées à avoir en tête, qu'est-ce que tu pourrais partager avec moi et avec nos auditeurs sur comment s'améliorer, en tout cas les choses à avoir en tête pour essayer d'être un peu plus à l'aise sur les descentes? Ouais, et déjà, je dirais que ça peut être bien d'avoir une bonne fréquence de pied, parce que du coup, ça te permet d'avoir un appui qui est rapide au sol. Donc, tu vas pas mettre tout ton poids sur chaque appui, ça va aller hop, 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 très rapidement. Et donc, ça te permet potentiellement, par exemple, de pas te tordre une cheville ou, voilà, je me dis, ça te permet d'être plus réactif. Et si le sol, il est pas forcément très stable sous tes pieds, et ben, tu vas continuer à bien descendre. Donc, je dirais cette fréquence de foulée. Ça veut dire cadencer, mais est-ce que ça veut dire aussi réduire un petit peu l'amplitude des pas? Oui, oui, oui. Les deux vont ensemble. Ouais, voilà, la cadence plus élevée et réduire l'amplitude. Essayer d'être assez aérien, donc dans sa manière tu vois, de pas toucher le sol, mais assez comment légèrement. Enfin, je sais pas comment le qualifier. Et ben derrière, voilà, d'être bien concentré, de prévoir, anticiper à l'avance où tu vas placer tes appuis au maximum, et puis essayer de rester gainé, de bien garder son corps dans l'alignement, voilà, rester bien gainé. Et ça, je pense qu'il y a du travail aussi de gainage à faire, de renforcement musculaire avant même, enfin, tout au long de l'année pour se sentir plus à l'aise en descente. Merci pour les conseils, Clémentine. Je vais essayer de me les appliquer pour essayer d'être un petit peu moins mauvais en descente. Aujourd'hui, tu as dans ton entourage Philippe Ropage qui t'entraîne officiellement depuis le mois de janvier. Est-ce que tu peux nous raconter ce que t'apporte cette légende du coaching et de l'entraînement? Eh ben, moi, j'aime beaucoup la relation avec Philippe parce qu'il est humain, très humain, et je sais que c'est quelqu'un à qui je peux, voilà, me confier pleinement, et il va m'apporter des bons conseils. Il va toujours essayer d'aller dans mon sens. Donc, bien sûr, s'il faut mettre un frein, parce que ce que je dis, c'est complètement décalé, il me le dira. Mais dans tous les cas, il est bienveillant, et ça, c'est très appréciable. Par exemple, si je respecte pas à la lettre le plan, c'est pas grave, il réajuste. Alors bon, j'essaie quand même de bien respecter, mais voilà, il a cette flexibilité qui est très appréciable, et j'aime bien échanger avec lui parce que il arrive aussi à te faire décompresser. Voilà, il relativise. Il y a voilà, on fait ça pour en théorie pour notre plaisir quand même, hein. Donc on n'est pas là pour se prendre la tête plus que ça. Si tu rates une séance, ben c'est pas dramatique, et voilà, tout cet aspect
d'accompagnement humain. Très empathique finalement. Ouais, très empathique. Ça, c'est sa grande qualité qui fait que je me sens du coup bien entourée avec lui. Est-ce que tu peux nous donner à voir un peu ton quotidien? Tu nous l'as dit, tu travailles à la Fédération française des sports universitaires. Comment tout ça coexiste, ta vie professionnelle, personnelle, sportive? Comment tu arrives à trouver de la place pour les entraînements notamment, Ouais. ou tes grands rendez-vous sportifs? Est-ce que c'est un casse-tête? J'imagine que ça ne va pas être simple à organiser. Comment est-ce que tu arrives à organiser ça? Oui, alors cette année, c'était ma première année à la FFSU à Grenoble et j'ai à la fois découvert ce poste, donc je suis directrice régionale du sport universitaire, donc j'avais plein d'informations qui m'arrivaient dès septembre dans la figure. En même temps, c'est génial ce poste parce que ça me permet d'être libre entre guillemets de mes horaires. Je veux dire, j'ai pas d'horaire fixe, donc je peux quand même m'organiser comme je l'entends. Même si bien sûr il y a des personnes au bureau avec qui je dois être présente. Donc cette année, j'ai bricolé un petit peu là-dedans dans ce qui était possible de faire, les obligations aussi que j'avais quand même vis-à-vis du travail, et j'ai essayé de m'organiser au mieux. Et ça a pris plusieurs formes au fur et à mesure de l'année. Des fois, je m'entraînais très tôt tôt le matin à jeun, et puis après j'enchaînais sur ma journée de boulot, et puis le soir, je pouvais refaire un petit tour de vélo ou quelque chose comme ça. Ou des fois, je me disais, allez, là aujourd'hui, je prends la matinée pour bien m'entraîner si j'avais une sortie longue à faire, et puis je passerai toute l'après-midi au boulot. Et après, je compte pas le soir, je peux rester. C'est l'avantage de pas avoir de vie de famille aussi, c'est que je peux rester tant que j'en ai besoin. Et donc voilà, cette année, ça a vraiment été un peu ce bricolage. Après, pour ce qui est me libérer pour des stages ou quoi, ça a été plus compliqué et j'ai pas forcément pu le faire. Par exemple, j'ai pas pu aller au stage dans le Cantal avec l'équipe de France. Il y avait une obligation professionnelle, on organisait le championnat de France universitaire de gym, donc j'ai quand même privilégié ça et j'ai bien fait parce qu'on a fait un super championnat et on était super contents. Mais Oui, ça t'a pas empêché de briller au championnat du monde. non, du coup, oui, en ailleurs. plus, voilà. Et puis derrière, j'ai même pu... ça me tenait à cœur quand même de faire un stage avec l'équipe. Donc, j'ai demandé si je pouvais faire le stage avec la course en montagne qui avait lieu pendant l'ascension et j'ai pu. Ils ont accepté. Donc, j'étais super contente d'aller dans les Vosges, de retrouver les copains et de faire un vrai stage, de sortir de Grenoble. Ça m'a fait du bien mentalement et physiquement, ouais. Merci beaucoup pour cette introduction, Clémentine. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi, plus une petite en bonus. Une erreur ou un imprévu de la vie qui t'a fait particulièrement avancer? Ouais, alors ça, je reprendrai du coup l'année dernière. J'étais enseignante de PS à Sens avant d'arriver à Grenoble, et à Sens, j'étais loin des montagnes, loin de mon environnement de pratique que j'apprécie. Je me sentais un peu déracinée, et du coup, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai postulé à la FFSU, à la Fédé du sport universitaire. Et au début, j'avais pas été prise. J'étais arrivée 2e du classement des oraux. Et j'avais demandé du coup une mise en disponibilité pour avoir le temps l'année d'après et surtout pour rentrer dans la région vers Grenoble, Chambéry. Et finalement, au mois de juin, le jour même où j'ai fait ma demande de mise en dispo, le directeur national Xavier Dong m'appelle pour me dire Clémentine, finalement t'es prise. Le candidat qui avait été classé premier ne peut pas finalement prendre le poste parce qu'il doit rester sur Paris. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais? Et sur le moment, j'ai même eu une hésitation, mais elle a été assez brève. Et donc finalement, j'ai dit, je me suis mise en dispo. Il me dit non, mais ça, il y a pas de souci, on peut l'annuler. Donc voilà, j'ai laissé l'imprévu prendre le pas et venir à la FFSU. Ça a été du coup une chose inattendue pour moi. Et au final, ça m'a vraiment fait avancer parce que je suis arrivée dans la région grenobloise. Cette année, j'ai découvert un nouveau lieu d'entraînement, un nouveau métier, et je trouve que ça m'a permis de bien m'épanouir. Donc, je suis contente d'avoir pris cette décision un peu à la hâte finalement au mois de juin l'année dernière. Aujourd'hui, je suis contente de ce parcours. C'est un heureux imprévu. Ouais. Deuxième question de ce questionnaire de Proust. L'émotion qui est la plus difficile à gérer pour toi? Je dirais la colère.
Parce que autant tout ce qui est joie, tristesse, j'arrive pleinement à les extérioriser. Quand je suis contente, ça se voit et ça se partage. Quand je suis triste, j'ai pas de problème à verser des larmes. Voilà, ça c'est des choses que j'arrive à évacuer. Par contre, quand je suis en colère, quand j'ai de la rancœur, ça me ronge de l'intérieur. J'ai tendance à intérioriser cette émotion et derrière. Tu as peur de l'exprimer ? J'ai du mal à l'exprimer, ouais. T'as peur que ça crée une confrontation ? Oui, parce que je déteste le conflit. On va dire, ouais, j'aime pas le conflit. Et donc, j'ai tendance vraiment à le garder pour moi. Et ça monte, à me sentir mal. Et ça me ronge, quoi. Donc, la colère, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore du mal à gérer. Je pense que faudrait que j'arrive justement à l'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Si possible, le plus posément possible avec la personne, par exemple. Ou des fois, je peux être en colère contre moi-même, hein, mais ouais. C'est un travail à faire. Si t'es en colère contre moi pendant l'épisode, tu n'hésites pas à me le dire, Clémentine, je suis prêt à tout entendre. D'accord, j'hésiterai pas. Comment est-ce que tu finirais la phrase « Je me sens heureuse quand » ? Je me sens heureuse quand tout est aligné dans ma vie, dans le sens où je réussis à être alignée avec moi-même. Voilà, quand je suis alignée avec moi-même, en accord avec moi-même, parce que longtemps, je pense, ces dernières années, j'ai pas forcément, je me suis un peu menti à moi-même. J'étais dans un équilibre de vie, mais un équilibre qui était pas satisfaisant. Et au final, là maintenant aujourd'hui, je me sens vraiment en accord avec qui je veux être et avec qui je veux être entourée, et ça c'est la recette du bonheur pour moi, vraiment. Petite question bonus sortie du chapeau, une chose qu'on ne sait pas de toi et qui se raconte dans un podcast. Alors, c'est un peu... quand j'étais au collège avec une copine, Maëlle, que je salue, on était allé faire le casting de la Nouvelle Star à Lyon. Et je crois que je chante comme une casserole, hein, parce que moi, visiblement, je n'avais pas été retenue, mais ma copine Maëlle elle était retenue. Donc c'était une super expérience parce que du coup, c'était rigolo. On y était allé, on avait fait la queue comme tout le monde à l'entrée du casting. Et puis voilà, c'était une expérience vraiment vraiment rigolote et chouette, et j'en retiens des bons moments de fou rire. T'avais chanté quoi, tu te souviens ? J'avais chanté La rue qui est à nous. En plus, voilà. C'était une catastrophe. Oui. Je ne vais pas te demander de la chanter, cette chanson-là, maintenant. Et donc, ton amie, elle a pu participer à l'émission télé ? Et en fait, le truc, c'est que derrière, ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a la première sélection, donc là où moi, j'ai été recalée direct. Et ils lui ont dit, prépare-nous une autre chanson. Donc, elle a eu toute l'après-midi, même avec des coachs vocaux et tout, pour préparer une autre chanson à la guitare. Et finalement, alors là, c'est un peu dommage, mais elle a paniqué. Et du coup, elle est pas allée à la deuxième audition à laquelle elle aurait dû aller pour ensuite être sélectionnée. Et en plus, elle chante trop bien, je pense qu'elle aurait pu être prise. Et donc finalement, elle n'est pas allée à la deuxième audition qui avait lieu le lendemain. Bon, la vie en a décidé ainsi. Oui. Merci Clémentine. On va maintenant se plonger dans ta course épique, les championnats du monde de trail 2023. Je vais les présenter très brièvement. Donc la World Mountain and Trail Running Championship réunissait pour la deuxième fois de son histoire à la fois les championnats du monde de montagne et de trail. C'était cette fois à Innsbruck en Autriche du 6 au 10 juin dernier. Au programme du format trail court qui va nous intéresser aujourd'hui, un parcours de 45 km et 3100 mètres de dénivelé positif. Le départ est donné en mass start à l'extérieur du City Trail à Innsbruck, la ligne d'arrivée étant, elle, située sur le site de Stubai. Là, ça va être un gros moment de difficulté pour moi, là, les prononciations autrichiennes, mais je me lance, sois indulgente. Entre les deux, 3 ascensions attendent les coureurs et également une imposante descente finale vers l'arrivée de 6 km pour 1400 mètres de dénivelé négatif. Depuis la zone de départ, l'itinéraire traverse la vieille ville d'Innsbruck, passe devant le Petit Toit d'Or avant de se diriger vers les sentiers escarpés et techniquement fluides de la Nordkette. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, je ne sais pas si c'est meilleur en autrichien que moi. Pas tant. Premier ravitaillement au kilomètre 10, la section suivante traverse ensuite les villages de Vols et Birgitz avant de basculer sur un terrain plus alpin. Après avoir passé le Mutterer Alm au kilomètre 22 et la Birgitz-Kaufhaus, l'itinéraire atteint les montagnes de Kalkogel, également connues sous le nom de Dolomites du Tyrol du Nord. Je ne sais pas si tu as vu des similitudes avec les Dolomites italiennes. Des paysages exigeants montés conduisent les athlètes vers la zone Schlick ensuite, où ils passeront devant les derniers belvédères accessibles en téléphérique à 2136 mètres d'altitude. Se faufilant ensuite à travers des paravalanches, l'itinéraire traverse le flanc de la montagne, menant à la Starkenberger Hütte, d'où un passage en descente raide mène à la ligne d'arrivée.
Enfin, c'est enfin la ligne d'arrivée pour les coureurs et pour moi dans cette présentation. L'épreuve s'annonçait relevée, disputée et haletante. Aucun doute, elle l'a été. Le site de l'événement annonçait aussi que la course pourrait se jouer dans les derniers kilomètres. Et là aussi, il n'y a pas eu erreur, aucun doute possible. 68 nations étaient présentes sur cette édition 2023, soit 1200 athlètes sur les 4 disciplines proposées avec 10 courses au programme, de trail long et court avec à chaque fois hommes et femmes, 2 courses verticales et 4 courses en montagne classique et avec les juniors. Est-ce que j'ai bien tout raconté pour planter le décor? Ah oui, c'était parfait et ça m'a même remis dans le parcours là. Je me suis dit, revu sur tous les kilomètres. Clémentine, ça se passait très bien jusqu'à maintenant. Mais maintenant, c'est la place à la question qui pique. C'est un petit moment, un petit pas de côté pendant l'épisode. On va parler d'Autriche, puisque c'est le cadre de ces championnats du monde. Je vais te citer le nom de 10 personnalités qui sont célèbres, qui sont vivantes ou mortes. Il faut que tu me dises si elles sont autrichiennes ou pas. Facile, j'avoue. Alors, si elles sont pas autrichiennes, c'est qu'elles sont allemandes, tu vois. Voilà, il y a des consonances un peu proches, histoire de compliquer un petit peu la tâche, mais c'est raisonnablement jouable. Okay. C'est parti, tu es prête? Donc, premier nom, Einstein, est-ce qu'il est autrichien? Oh là là, non, allemand. Ouais, bravo. Romy Schneider. Allemand? Allemagne? Non, elle est autrichienne. Elle est autrichienne. Daniela Omus, qui a été gagnante de Zegama et 6e au championnat du monde, et 6e encore le week-end dernier sur les 42 km du Mont Blanc. Autrichienne ou pas? Elle a fait... ouais, autrichienne. Allemande. Oh, punaise. Mozart. Autrichien. Bravo. Schwarzenegger, Arnold de son prénom. Allemand. Autrichien. Oh, punaise. Michael Schumacher, ça va, t'es à moite-moite. Allemand. Bravo. Ouais. Hannes Namberger, le coureur, le trailer. Autrichien. Allemand. Oh. Ça va passer. Sigmund Freud, qui fait un peu moins de trail, lui. Ah oui, allemand. Autrichien. Oh, punaise. C'est pas grave, il te reste 2 bonnes réponses. Si tu les réussis, t'es à moite-moite. Ça sera très bien. Beethoven. Autrichien. Allemand. Et Stefan Zweig pour finir. Oh là là. Allemand. Il est autrichien. Oh là là. C'était super difficile, j'avoue, je culpabilise à moitié. 3 bonnes réponses, je crois, si j'ai bien compté. Bon, j'attendais que les bonnes réponses viennent, mais elles ne sont pas toutes venues. En tout cas, je révise. Tu t'es pas laissé tenter par l'Autriche en regardant les bonnes réponses sur Google pendant que je posais les questions. Ça va, tu as été... Ouais, t'as joué le jeu. C'était pas facile, je culpabilise, ça y est, je m'en veux. Ah bah non, mais attends, c'est à moi de... C'était hyper dur. De réviser mes classiques, hein. On va revenir plus particulièrement donc sur ces championnats du monde. Ton histoire avec l'équipe de France, elle a commencé déjà en 2018 sous la bannière de la course en montagne. Là aussi, des premiers résultats au niveau international qui ont été évocateurs avec une 10e place en individuel et puis une médaille d'or par équipe au championnat d'Europe. Quel souvenir, toi, tu gardes là aussi de ces premiers pas en bleu, mais basket au pied cette fois? C'était fabuleux. Enfin, vraiment, cette première sélection... je suis arrivée dans une équipe super bienveillante, super accueillante avec des gens fabuleux. Et puis la discipline du coup course en montagne me plaît énormément. Donc j'ai réussi en plus à faire une super course. Franchement, ce déplacement à Skopje, ça avait été une révélation. Parce que voilà, j'avais connu l'équipe de France en kayak, j'avais bien aimé et j'en garde des très bons souvenirs. Et là, en course en montagne, c'est un petit peu comme si tu trouves pas une seconde famille, mais je veux dire vraiment, je me suis sentie bien et c'est super motivant pour la suite. Je sais que quand je suis rentrée après chez moi, toutes ces expériences, ça m'a motivée pour l'entraînement. Et puis c'est quelque chose, tu passes une semaine avec des gens et au final t'as des souvenirs pour le mois qui suit. C'est assez incroyable comme on vit des émotions très denses dans ces événements. Donc j'en garde vraiment un super souvenir. C'est un lien que tu entretiens, dans l'équipe, il y avait notamment Anaïs Sabrier, Elise Poncet. Est-ce que ça, forcément, ce que vous avez vécu ensemble fait en sorte que, par la force des choses, vous allez vous recroiser sur des courses, mais est-ce que c'est une relation qui vit aussi à l'année? Oui. Alors bon, je suis pas la personne qui prend le plus de nouvelles à distance, tout ça, mais par contre, dès que je les vois sur les courses ou en stage, ou enfin voilà, dès qu'on se croise, je suis vraiment contente de les voir et d'échanger avec elles. Et c'est des personnes que j'apprécie énormément, que j'admire aussi.
Enfin ouais, elles ont fait des résultats incroyables et j'ai beaucoup été portée par ça aussi, par justement cette idée de pouvoir rencontrer, parce qu'on au quotidien on en rencontre quand même pas beaucoup des personnes comme ça qui avec qui on peut partager des courses, des entraînements avec autant de simplicité et aussi enfin autant de points communs quoi. Donc ouais, ces rencontres-là, elles m'ont énormément nourrie et je suis trop contente quand je les revois sur les courses. On va faire un petit saut dans le temps et on va en arriver à ce début d'année et au trail de la Cité de Pierre qui était le cadre des sélections et donc où il y avait un titre aussi de championne de France à aller chercher, ce qui a été ton cas. Là aussi, quel souvenir tu gardes de cette course? Est-ce que c'est une course que tu as le sentiment de maîtriser pleinement et puis est-ce que son issue qui était, j'imagine, en premier lieu s'assurer une sélection et peut-être idéalement chercher un titre, t'ont surpris? Oui, parce que l'année dernière, j'avais quand même pas eu les mêmes résultats que cette année. J'étais arrivée 4e des championnats de France à la Pastourelle et je savais que j'étais en forme, mais j'avais pas encore une confiance en moi très élevée. Et même si tout le monde me disait mais si t'es bien Clem, ça va le faire et tout, je m'autorisais pas vraiment à croire dans une victoire. Un podium, j'espérais, mais une victoire quand même pas. Et ce départ me faisait énormément peur parce que ça se rétrécissait rapidement, ça partait en descente et derrière c'était un single. Je voyais bien que ça allait bouchonner. Et finalement, je m'étais dit tu pars vite. C'est ce que j'ai fait. Et derrière, au final, j'avais pas forcément pensé à la suite de la course en termes de stratégie. Et donc le fait de partir vite, ça m'a tout de suite bien placée. Je me suis pas posé de questions, chose que d'habitude je fais davantage. Et c'était bien de pas se poser de questions. D'ailleurs, j'ai déroulé et j'ai su exploiter mes points forts, notamment les descentes et les relances sur le plat. J'avais fait les crosses, j'étais pas mal sur le plat, je pense. Et derrière les montées, j'ai quand même bien serré les dents, mais j'avais le mental qui m'a permis aussi de m'accrocher, de rien lâcher. C'est vrai que quand on est en tête d'une course, on peut pas se permettre de lâcher. Mentalement, c'est un autre état d'esprit. Et ça, il faut que j'arrive à retrouver cet état d'esprit de gagnante, même quand je suis pas en tête, même quand je suis. Alors là, aux mondiaux, j'étais plus deuxième, troisième, donc ça reste quand même une super place. Mais je pense vraiment à l'avenir, même quand t'es quatrième, cinquième, sixième, il faut toujours garder la motivation parce que tout peut t'arriver et encore plus quand les distances s'allongent. Donc là, ce que tu dis en creux, si je comprends bien, c'est que quand tu es devant, c'est plus simple pour toi de trouver la ressource pour te dépasser, pour préserver une première place que quand tu es peut-être un tout petit peu plus derrière. Là, c'est plus compliqué pour toi, ou en tout cas, c'est pas systématiquement le cas. Tu n'as pas forcément dans cette capacité à te pousser un petit peu plus au-delà des limites pour aller chercher devant. Ouais, c'est un peu ça. Et aussi, alors là du coup au mondiaux ça a pas été le cas, mais souvent quand je suis un peu à la bagarre avec des filles, j'aime pas spécialement quand on se double, on se redouble. J'ai tendance à, je sais pas, à perdre l'ascendant psychologique, enfin à pas gagner cet ascendant. Et bon, là, aux mondiaux, ça a pas du tout été le cas. Je me sentais vraiment d'attaque, mais donc c'est pour ça que j'ai envie de garder cet état d'esprit de winneuse un peu, enfin cet état de je m'accroche, de voilà, ça va être dur et c'est dur pour tout le monde et faut pas douter de soi. Mais aux France, justement, je m'étais dit bon, t'as bien réussi, mais t'étais un petit peu privilégié pendant cette course parce que t'as pas été en confrontation directe avec les filles, où là derrière je crois qu'il y a eu des changements de place réguliers, beaucoup de rebondissements. Moi pour le coup je me sentais assez préservée de ce point de vue là. Pour les citer, c'était Louise qui était derrière et Lucille qui sont aussi qualifiées avec toi, Lucille Germain, qui sont qualifiées, Louise Sabon-Penat qui sont qualifiées avec toi et sélectionnées pour ces championnats du monde. L'équipe de France, tu nous l'as dit tout à l'heure, elle a toujours une place assez centrale dans ta vie sous ses différentes formes, que ce soit en kayak, avec l'équipe de France de course en montagne. Aussi loin que tu t'en souviennes, ça a toujours été vraiment, finalement, cette responsabilité nationale, ça a été quelque chose qui t'a toujours appelé, t'as toujours été fasciné par ça, même très jeune? Oui, alors je sais pas comment ça s'est construit, mais en tout cas en kayak, c'était l'objectif principal. On se posait même pas la question. L'objectif c'était de se sélectionner en équipe de France. Alors enfin, je te dis, je me posais pas la question parce que on avait un classement national et derrière on avait des sélections nationales qui débouchaient sur l'équipe de France. Donc ça m'a toujours guidée pour. Tes performances, elles étaient guidées par cet objectif-là, plus que des victoires en elles-mêmes en compétition ou des résultats. C'était au service d'une sélection.
Bah oui, parce que, alors contrairement au trail où effectivement là il y aurait d'autres voies de sortie où il y a plein de courses qui existent, des circuits parallèles, là en kayak t'avais les courses nationales, les nationales 1, et derrière, bah si t'es champion de France, tu vas en équipe de France, donc c'est vraiment tout était lié. Donc c'est en ça que j'avais pas de même pas de questions à me poser sur mon envie de me qualifier en équipe de France, c'était le circuit normal entre guillemets. Logique. Tu as donc fait l'impasse tout à l'heure, tu nous l'as dit, sur le stage, puisque tu avais d'autres obligations professionnelles, ce qui fait que tu n'avais pas pu reconnaître le parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps tu es arrivé avant à Innsbruck, et puis ton idée justement, j'imagine, et ton envie, ça devait être tout de suite d'aller un peu voir de quel bois la course allait se chauffer, c'est ça? Ouais, et ben je suis arrivée avec l'équipe, donc je suis arrivée le lundi, donc vraiment pas longtemps avant. Et c'est vrai que j'avais qu'une envie, c'était d'aller sur le parcours. Je me renseignais énormément auprès des autres parce que je savais que j'allais pas pouvoir y aller avant la course. Donc là commençait le profil, ça monte, ça descend, c'est technique, c'est pas technique. Vraiment, j'ai essayé de prendre plein d'informations. J'en ai beaucoup pris auprès de Julien Rancon d'ailleurs. Du coup, dès que je suis arrivée sur place, le peu de footing qu'on a pu faire, on a pu faire 2 footings, je suis allée sur le parcours. Je suis allée, donc j'ai reconnu les 30 premières minutes, enfin même moins de la course. Mais voilà, ça m'a permis de me dire, bon bah jusqu'à là, tu vois à quoi t'attendre. C'est hyper rassurant pour moi de savoir à quoi m'attendre. Et d'une autre manière, je me dis, c'était peut-être pas plus mal au final de pas connaître le parcours. Parce que je le connaissais dans la théorie et tout ce qu'on m'avait expliqué, c'était vraiment comme on me l'avait expliqué. Donc au final, j'étais pas plus surprise que ça. J'étais pas surprise. Je savais, voilà, en haut du 22e kilomètre, il y aura le lac, il y aura le ravito. Donc j'avais plein de points de repère. Et en même temps, c'était une découverte. Une découverte des sentiers. Et ça, c'est quand même appréciable parce que tu sais ce qui t'attend, mais tu l'as jamais parcouru. Donc t'as toujours cette enfin voilà, tu te poses pas de questions, tu te dis pas ah je sais que là il me reste encore une très longue montée. Je le savais en théorie mais je l'avais jamais faite cette montée, donc je savais pas exactement où elle s'arrêtait. Donc mentalement c'était autre chose. Je pense que c'est bien d'avoir de m'être vraiment renseigné sur le parcours sans l'avoir pour autant reconnu, même si au final j'aurais pu le reconnaître et ça peut-être ça se serait bien passé aussi, hein. Les France de trail, je l'avais reconnu. Mais voilà, pour cette fois-ci, en tout cas, ça m'a, je pense, bien correspondu. Et puis pour mettre un peu de piment, tu as décidé de te perdre aussi sur la reconnaissance. Ouais. Vous avez joué à cache-cache un peu avec le reste de l'équipe. Ah punaise, ouais, on était la veille. Du coup, je vais avec Lucille pour faire le déblocage. Nous, on le faisait plutôt en boss, donc on s'est dit bah allez, on va sur le parcours et on va faire le déblocage. Et en fait, on s'est manqué à 30 secondes près, parce que je lui avais dit bah je te suis. Elle faisait un peu plus long, donc je dis bah t'inquiète, je reste sur le parcours et je te suis. Et donc je reste sur le parcours, je suis, et je la voyais plus parce que moi j'allais très lentement du coup. Et en fait, là où on s'est perdu, c'est qu'elle m'a dit après coup qu'elle avait tourné, mais juste pour la fin de sa répétition, vu que ça devenait un peu plat, elle avait tourné pour continuer à être sur la montée, mais donc elle était plus sur le parcours. Et donc là, pour vous dire, Clémentine est en train de mimer le côté droite avec ses mains et tout ça, plein écran. J'ai la visualisation de ce qu'a fait Lucille et tout voilà, ça. Donc Lucille est partie à droite, comme tu peux le voir. Tes mains ont la parole. Ouais. Et moi, j'ai continué du coup tout droit sans la voir, sans savoir qu'elle était partie à droite. Et ces 45 secondes, visiblement, on suffit à ce qu'on se perde de vue. Donc bon, moi derrière, je me suis dit bah elle va revenir. Enfin, je la voyais plus, mais voilà, je doutais pas qu'on allait se retrouver en continuant le parcours. Et bon bah quand j'ai fini mon déblocage, je suis redescendue et puis je criais, enfin pas je criais, mais je disais de temps en temps, je disais Lucille dans les bois pour au cas où si elle était là et qu'elle me cherchait. Et puis finalement, bon bah on a toutes les deux eu le bon réflexe de rentrer à l'hôtel et quand je suis arrivée, elle était là. Donc ça c'est bien fini, mais voilà, ma crainte c'était qu'elle reste à me chercher et que elle perde de l'énergie pour le lendemain. Tout s'est bien conclu finalement. Ouais. Ton avis sur le parcours, ton sentiment, est-ce que tu le sens à ta main est plutôt favorable pour toi? Avant la course? Ouais, avant la course. De ce que tu as pu en voir et puis de ce que, en tout cas, la topographie raconte. Ouais, avant la course, j'avais quand même des doutes. Enfin, je me souviens que j'étais allée voir Adrien Séguret la veille pour parler un peu nutrition pendant la course, et je lui avais dit que ma crainte, c'était que à l'entraînement, et même de ma vie, j'avais jamais fait autant de kilomètres et de dénivelé d'un coup en course. Et que à l'entraînement jusqu'à présent, la plus grosse sortie longue que j'avais fait, c'était 35 km avec 2500 mètres de dénive, et que j'avais déjà trouvé ça super long et qu'il fallait encore en rajouter 10 bornes quoi. Et c'était ma crainte. Et il m'avait dit
t'inquiète pas, ce que t'as fait là à l'entraînement, c'est super et tu verras qu'en course, ça passera beaucoup plus vite et tu réussiras à faire les 44 kilomètres sans souci. Donc, ma crainte, c'était de la longueur du parcours. Ensuite, de ce qu'on me racontait, j'avais aussi des craintes par rapport au dénivelé, à me dire mais là je vais être complètement cramée pour il y a vraiment trop de dénivelé. Et au final, c'est vrai que pendant la course, en fait, tout s'est bien enchaîné et j'ai pas spécialement subi cette distance et ce dénivelé. Enfin, bien sûr, c'était dur, mais mes craintes se sont évaporées, on va dire. Sur la stratégie de course, qu'est-ce que toi tu avais en tête et puis de quelle façon elle se construit? Est-ce que c'est concerté avec Adrien qui est le sélectionneur de l'équipe de France? Est-ce que Philippe aussi t'apporte ses lumières? Est-ce que c'est toi qui globalement donne un peu le ton? Ben là pour le coup, vu que j'avais vu Adrien la veille, on en avait quand même parlé de la stratégie et elle est liée à la stratégie nutrition, je trouve, parce que du coup, il me conseillait de partir placé, mais pas en tête, enfin prudemment, on va dire, placé, juste placé. Alors placé, pour moi, ça voulait dire partir 6 ou 7, hein, ça voulait pas dire partir deuxième, mais voilà, il me conseillait placé. De prendre du coup un gel assez rapidement. Donc ça, je l'ai pris au bout d'une heure. J'aurais dû le prendre encore avant, selon lui. Mais voilà, je l'ai pris quand j'ai pu le prendre aussi. Et derrière, il pensait que la course allait se jouer dans la dernière montée. Et je pense qu'il s'est pas trompé parce qu'il m'a dit si t'as encore du jus dans la dernière montée, faut essayer d'en mettre et à ce moment-là de faire de prendre l'avantage. Et du coup Il avait une boule de cristal, Adrien. ouais, non, mais vraiment, ce qu'il m'a dit, du coup, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je pense que c'était encore un peu nébuleux, cette stratégie dans ma tête. Même au départ, je savais un petit peu les grandes lignes. Et surtout, je me focalisais sur à quels endroits je devais prendre le gel. Mais au final, je l'avais sûrement conscientisé un minimum parce que ça s'est déroulé comme on l'avait, comme Adrien me l'avait conseillé. C'est-à-dire, voilà, partir placé et réussir à mettre tout ce que j'avais dans la dernière montée, même si avant fallait commencer quand même à bien accélérer le rythme. Donc finalement, j'avais pas l'impression de l'avoir tant conscientisé que ça, cette stratégie, mais je pense qu'elle était bien ancrée en moi quand même. Est-ce que tu portes un œil à la concurrence? Est-ce qu'il y a des athlètes en particulier que tu as suivi ou tu as observé avant? Ou est-ce que tu mets pas le trône là-dessus et le sujet c'est plutôt toi et ta gestion de course à toi? Ouais, non, là, en plus, je connaissais pas spécialement les athlètes. J'avais regardé la start list. Il y avait des noms que je connaissais, bah, comme Emily Forsberg, forcément. Judith Wider, je la connaissais aussi de nom. Je savais qu'elle était forte. Mais après, franchement, je connaissais pas trop les noms. Vu que dernièrement, je faisais plus les courses en montagne. Là, j'étais pas spécialement alertée par les noms. Et pendant la course, bah, j'essayais de voir. Il y avait les prénoms sur les dossards. Donc, quand il y avait quelqu'un qui ressemblait à une fille qui me doublait ou que je doublais, j'essayais de lire son prénom sur le dossard. Mais sinon, je me suis quand même beaucoup focalisée sur moi et pas spécialement sur le reste. Ton objectif, c'est quoi? Est-ce qu'il est avant tout d'ordre individuel et tu te dis que plus tu performes, plus ça servira à l'équipe? Qu'est-ce que tu peux rêver comme course idéale? Est-ce que le titre, c'est quelque chose que tu envisages avec des convictions ou c'est un scénario rêvé, Non, quasi réaliste? franchement, le titre, je l'envisageais pas. Alors, j'ai eu une discussion le matin même de la course avec Blandine dans la chambre, je m'en souviens. Elle me disait, Clem, si t'as l'occasion d'aller chercher le titre, vas-y. Enfin, essaye. Enfin, ne te sens pas légitime, tu vois, à refuser ce titre qui peut te tendre les bras. Enfin, elle me l'a dit, voilà, pour dire si t'as l'opportunité, Joue ta chance. voilà, joue ta chance, saisis-la. Bon, elle m'a dit ça, j'y croyais pas spécialement, franchement, je savais que j'étais en forme et tout ce que je voulais, c'était faire une course pleine, comme on dit, une course réussie, pas craquer, courir tant que je pouvais courir dans les montées, mais je restais vraiment concentrée sur mon effort et mon déroulé de course plutôt que sur la place. Après, bien sûr, pendant la course, il y a des choses qui se jouent dans la tête, mais en tout cas, en amont de la course, c'était faire une belle course, du mieux que je peux. C'était quoi, selon toi, le facteur X, l'espèce d'imprévu ou de facteur qui pourrait faire basculer la course en ta faveur? Est-ce que tu te dis que si le contexte est celui-là, ça peut te faire que tu aurais une chance? Je m'étais dit que si en haut de la dernière bosse, j'étais bien placée,
Bon, c'était dans la stratégie, je lâchais vraiment tous les chevaux dans la dernière descente, vu qu'on m'avait assuré que ça ne remontait pas d'un mètre de dénivelé. Donc voilà, ça c'était ma petite carte à jouer. Et dans tous les cas, c'était ma carte à jouer. La dernière descente, je la ferai à fond et je grappillerai toutes les places que je peux grappiller. On va commencer à s'approcher de ta course maintenant, Clémentine. Dans quel état d'esprit tu es la veille de la course? Est-ce que tu es comme un lion en cage et tu as envie d'en découdre et de te lancer contre Libère? Ouais, vraiment c'est ça, c'est exactement ça. La veille de la course, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dans les montagnes et j'avais de l'énergie, j'étais surexcitée. J'ai passé l'après-midi à brasser de l'air, mais je me suis bien occupée. Hein. J'ai préparé mon sac, mon matériel obligatoire, mais j'ai vraiment passé l'après-midi à faire ça et voilà, c'était ma manière de décompresser aussi. Je me souviens que j'avais parlé à Manon Boire et après coup, elle m'avait dit oh, mais quand je t'avais vu la veille, t'étais surexcitée. Je me disais oui, il faut vraiment faut la lâcher quoi, c'est le moment de prendre le départ, mais ouais, j'avais envie d'y aller et ça faisait 2-3 jours que je faisais pas grand chose, j'avais les jambes qui étaient bien prêtes, la recharge glucidique au taquet, donc non, j'avais vraiment de l'énergie à revendre. Cet état d'esprit, il était un peu différent le jour de la course. Là, il y avait place à plus d'émotions. L'état d'esprit n'était pas tout à fait le même. Ouais, le matin de la course, bon ben, oui, j'ai pas passé en plus la meilleure nuit de ma vie, hein, comme d'habitude. J'étais stressée, on était tous un peu stressés, mais en fait, j'avais une surcharge émotionnelle. Par exemple, quand on est rentré dans la chambre d'appel, j'ai vu mon copain Fleury et Fleuriro, qu'on salue. Ouais. Et on a échangé 2-3 mots et j'avais envie de pleurer. Vraiment, comme si, voilà, une surcharge émotionnelle, j'arrivais plus à canaliser mes émotions et j'avais envie de pleurer, je sais pas pourquoi. D'un côté, j'avais envie d'y aller, mais c'était aussi un mélange de peur, il y avait plein de choses. Et c'est comme ça que je l'ai extériorisé, c'est en ayant cette envie de pleurer. J'ai pas pleuré, mais ouais, j'avais quelque chose sur le cœur. Chargé émotionnellement. Ouais. Le départ, il a été atypique dans le City Trail. Est-ce que tu peux nous projeter dans ce moment-là? Oui, alors ils ont fait un départ neutralisé. Ils ont absolument voulu qu'on passe dans le City Trail, donc un petit chemin artificiel qu'ils avaient créé dans la ville. Donc ils ont dit, bah vu que c'est trop étroit pour tous ces concurrents, vous allez partir, vous placer, enfin vous êtes pas à fond, et on vous arrête à la sortie du City Trail au bout d'1 kilomètre à peu près. Et là, on vous redonnera le vrai départ. Donc moi j'étais déjà pas mal placée sur la ligne de départ fictif. Pendant le départ fictif, j'ai réussi à bien me replacer pour le vrai départ et j'étais contente parce que du coup ça a permis. Alors au début on était un peu suspicieux par rapport à ce départ fictif et finalement moi ça m'a permis de finir l'échauffement parce que dans la chambre d'appel on avait quand même pas beaucoup de place, donc ça te permet de faire 1 kilomètre plus actif et tout en te plaçant pour être bien sur la vraie ligne. J'étais peut-être troisième ligne, je devais être alors qu'il y avait les garçons avec nous, donc j'étais bien. Le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler des 10 premiers kilomètres? Donc ça montre d'emblée, voilà, et le 10e kilomètre, il y a le premier ravitaillement. Comment toi tu te positionnes et quelles sont tes premières sensations? Ben je pars assez vite quand même. C'est vrai que on part pour 45 km, mais j'avais envie, un peu comme aux France, de me placer. Je savais que ça se rétrécissait, et c'est vrai, au bout de pas si longtemps que ça, il y avait une petite redescente, et ils nous ont fait prendre le single, donc même scénario, petit bouchon. Ça va, j'ai pas été bloquée longtemps, mais voilà, je pense que plus les gens passaient derrière, plus ils étaient bloqués longtemps. Donc je suis partie assez vite. Puis après, assez rapidement, je voyais quelques filles me doubler, mais je me disais, voilà, tu restes à ton rythme, tu t'enflammes pas non plus. J'essayais d'être placée. Je savais pas trop combien j'étais. Je pensais être 6 ou 7 parce que quelqu'un m'avait dit, Alex Viol m'avait dit, t'es 7e, je crois, à un moment. Donc, mais vraiment tout au début, hein. Et donc la première montée se passe bien, on alterne course et marche parce que par endroits c'était quand même très très raide. Ensuite il y avait un petit passage très technique en dévers, un peu descendant, où là j'étais super à l'aise et je reprenais quelques garçons. Et ensuite une descente où pareil j'étais relâchée tout en étant efficace, je pense. Et donc j'ai repris des filles. J'en ai repris plus que ce que je pensais parce que du coup arrivé au ravito, on m'annonce deuxième. Et là, j'avais aucune idée, je pensais pas du tout être deuxième.
Donc, pour autant, Ça peut semer le doute sur le rythme sur lequel tu es parti, en fait. Est-ce que tu te dis que c'est peut-être parti trop fort? Exactement. Je me dis, bah attends, est-ce que je suis pas partie un peu fort? Et pour autant, voilà, je me sentais quand même dans mon rythme de course. Donc, je me suis dit, bah écoute, tu tiens ce rythme et puis tu verras. Mais ça m'a un peu fait douter. Et en même temps, je me suis dit, reste dans ta bulle et reste dans ce que tu sais faire. Tu t'es fait ensuite reprendre par Laura Otterman, qui était 4e du kilomètre vertical la veille. On est là à ce moment-là dans la deuxième bosse. Ça a finalement été un mal pour un bien. Ça a fait un petit électrochoc finalement pour toi? Ouais, parce que la deuxième bosse, ça a été compliqué. Je marchais quand même pas mal. Après, c'est pas forcément négatif de marcher, mais j'avais peut-être pris un peu un faux rythme en me disant, bon, bah, de toute façon, les gens me disent que Judith, elle était à 2 minutes, voire même plus à un moment. Donc, tu gardes ton rythme et puis tu fais du mieux que tu peux, mais ouais, j'étais seule, quoi. Donc, pas forcément facile de se garder cette motivation, alors que quand t'es au coude à coude avec quelqu'un, c'est quand même plus simple de s'accrocher. Et là, donc, je la vois me dépasser, je vois qu'elle monte mieux que moi. Enfin, je la voyais plus à l'aise, elle faisait que de courir, elle, alors que moi, j'alternais marche et course. Donc, j'ai essayé de m'accrocher. Et ça nous a mené au 22e kilomètre au ravito. Au ravito où là c'était en autonomie, donc c'était à nous de remplir nos flasques et tout. Elle m'avait un peu distancée, mais voilà, je m'accrochais à l'idée de rester déjà à cette 3e place et de pas me laisser trop distancer non plus par Laura. Et en sortant du ravito, ça continuait de monter, et là il y avait Élise Poncet qui m'a encouragée et qui me disait que Laura était très marquée. Donc je me disais, ah bon, bah finalement elle est peut-être pas si bien que ça, Laura. Donc j'ai continué dans ma lancée, et arrivé au sommet de cette bosse, ça redescendait, c'était un peu des chemins en balcon, et très rapidement, en fait, je l'ai reprise parce que elle avançait moins bien que moi en descente. Place ensuite à beaucoup de plaisir à compter du 25e kilomètre. Est-ce que globalement, tu as quand même le temps, au-delà de tes envies de performer et puis les positions dans lesquelles tu es, qui te donnent envie de regarder devant, est-ce que tu as le temps de profiter et te réjouir du spectacle qui s'offre à toi, de prendre en considération tous les encouragements qu'il peut y avoir aussi? Là, c'est un moment, globalement, là, autour de ce 25e kilomètre où tu es dans un état, je parlais de flow tout à l'heure, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il y a plein de choses qui te portent aussi, un élan Ouais. plus global. Oui. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce format de trail. Contrairement, par exemple, à la course en montagne où tout est beaucoup plus intense et t'as peut-être moins le temps de profiter. Là, toute cette partie-là, elle était plus facile. Enfin, c'était des chemins en balcon, roulants, avec des descentes. Et on était un peu plus isolés aussi. Il y avait quand même moins de personnes qui nous encourageaient, mais plus sauvages, avec des super beaux paysages. Alors, j'ai pas levé la tête pour admirer le paysage, mais pour autant, ça a été toute une partie où je me suis sentie bien. J'ai plus pris de plaisir parce que quand même, quand on est en montée, on est plus, je pense, cardiaquement plus haut, et dans l'investissement c'est quand même différent. Enfin, du moins moi mentalement je le subis sûrement plus. Là du coup j'ai profité, ouais. Ce moment-là de course je l'ai vraiment profité. Je voyais pas Judith devant, je voyais pas Laura derrière, donc voilà, je faisais mon petit bout de chemin. Je savais qu'en descente j'étais bien. Sur les parties plates, je relançais au maximum, et j'avais pas le temps de me lasser des montées parce que c'était des montées furtives à ce moment-là. Donc ça a vraiment été un moment de plaisir. Après, je voyais que il me restait encore quand même beaucoup de kilomètres, mais j'avançais, et c'était peut-être le moment de la course que j'ai le plus apprécié. On va dire que j'ai pris le plus de... Ouais, que j'ai le plus apprécié, ouais. Il y a ensuite eu un moment clé. Le facteur X, il était peut-être là aussi. C'était au pied de la dernière bosse. On est à peu près aux environs du kilomètre 32. Et le facteur, ce serait finalement l'allure à adopter dans cette montée. Donc la théorie voudrait que le fait de pouvoir la courir puisse faire la différence. Mais ça, c'est la théorie. De la théorie à la pratique, il n'y a aucun pas. Est-ce que toi, tu es prête à ce moment-là à passer à l'offensive? Et est-ce que le scénario que tu évoquais tout à l'heure de dire que si au sommet, tu es en bonne position avec la descente qui suit l'ultime descente, il y a probablement une grande chose à réaliser? Oui, et arrivé du coup au pied de la montée, finalement j'ai été assez rassurée, on va dire, par le pourcentage de la pente. Je me suis mise naturellement à courir, enfin voilà, j'ai pas marché, et je me raccrochais aussi à ce que je faisais à l'entraînement. Je me disais que ça, je savais le faire à l'entraînement, je savais courir dans ce genre de pente, et en plus c'était pas technique du tout. Donc forcément c'était difficile, hein. J'ai serré les dents, mais j'ai continué de courir, et
plus ça allait, plus les gens me disaient, au début ils me disaient 1 minute 30, après 1 minute, après 40 secondes, et en fait après quand on l'écart avec la tête, je la voyais, Judith, au fur et à mesure, donc ça c'était aussi super motivant. Le fait de l'avoir eu en ligne de mire, ça a quand même changé beaucoup ta philosophie de course, en tout cas. Ça t'a fait prendre conscience que c'était possible et ça a eu un effet très réel sur la suite de ta course. Ça a changé la course. Ah oui. Exactement, complètement. Dans la montée, il y a d'abord eu Thomas Janichon à un moment qui m'a beaucoup encouragée et à qui j'ai demandé, moi je demandais les écarts avec l'arrière, avec derrière. Il me dit non, mais derrière c'est à 6 minutes, c'est loin, elles ont craqué. Maintenant c'est devant que ça se passe, regarde, elle est là. Et donc je commençais avec ces encouragements à me dire oui, c'est peut-être possible de la rattraper. Et puis après, plus je montais, plus il y avait du monde, il y avait Fleury, il m'encourageait, il me disait qu'il fallait que je la passe juste avant la descente, et donc petit à petit tu commences à y croire et à croire en ta chance et à continuer. Après j'ai pas spécialement accéléré parce que je voyais qu'avec le rythme actuel, de toute façon, j'étais déjà au taquet. Oui, que je revenais. Et donc, je me disais, allez, tu tiens ce rythme. Et puis elle a l'air d'être plus dans le dur que toi. Donc, toute cette montée, ça a été fou parce que j'étais donc super encouragée. En même temps, je voyais que je revenais, fallait que je la passe. J'étais pas forcément non plus très bien, parce que arrivé au ravito du 36e, le kiné, il m'a dit ça après coup, mais il m'a dit que j'étais livide. Donc, je pense que j'étais pas forcément super en forme. J'avais beaucoup puisé, mais dans ces moments-là, le mental prend tellement le relais. Je pense que ça s'est beaucoup joué dans la tête. Tu dépasses ensuite donc Judith Wider et tu prends la tête de la course. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est un impact de passer de la position de chasseuse à chasser, ou peut-être que tu disais que Judith n'était peut-être pas en capacité de te suivre, mais est-ce que ton état d'esprit devient différent à ce moment-là, où tu décides de continuer ta course et puis surtout d'appuyer sur la descente, on l'a dit, qui est ton point fort, et de jouer crânement ta chance finalement et faire ta course pour toi toujours, que ça change finalement pas tellement ton état d'esprit? Quand je la dépasse, c'est vrai que t'as toujours ce moment où, oh là là, ça y est, je suis en tête, et t'as un petit peu ces jambes qui peuvent flageller juste en te disant, oh là là, je suis en tête, et puis maintenant c'est elle qui va s'accrocher à moi. Elle flagelle un peu plus fort quand c'est un titre de championne du monde qui se joue, ou pas? Que sur une course, si la même situation est arrivée au Mathésin, est-ce que tes jambes auraient tremblé autant? En vrai, je crois que oui, parce qu'en fait, pendant les championnats, au-delà de, oui, c'était les championnats du monde, c'est vrai, mais je pensais même pas tellement à ça. Je pensais que j'étais prise par la course et par le fait de donner le meilleur de moi-même, de me battre dans cette course. Mais la dimension championnat du monde, je l'avais même un peu écartée. C'est vrai que c'était une course et fallait que j'arrive avant Judith. C'était un petit peu ça, mon objectif. Et je pensais pas forcément au championnat. Après, si, je pensais par équipe qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Mais la dimension championnat du monde, elle était pas forcément là dans ma tête à ce moment-là. Et du coup, quand je la dépasse, les quelques temps après, je prends un peu la mesure du fait que je suis en tête. Et puis ensuite, rapidement, je me suis aussi prise dans le jeu de la descente, et je me disais, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à tout donner jusqu'en bas et tu te retournes pas. Ce qui m'embêtait un peu, c'était qu'il y avait pas mal de garçons autour de nous que j'aurais aimé dépasser rapidement en descente, et c'était pas facile parce que c'était un single. T'as perdu un peu de temps, oui. Oui, mais bon, après, c'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour Judith, et puis voilà, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pendant toute la descente. Et ce qui était peut-être bien aussi, c'était que j'étais pas forcément au courant que c'était une bonne descendeuse, Judith. Et du coup, je doutais pas trop de mes capacités en descente. Et peut-être que si j'avais su que, oui, elle venait de la course d'orientation, qu'elle était très à l'aise dans ces terrains, je me serais peut-être dit, oulala, elle va vraiment s'accrocher à toi. Et là, je m'étais dit, bon, tu descends et normalement, ça devrait la distancer. C'était un peu dans cet état d'esprit que j'étais. T'as fait une descente canon et lâché les chevaux là pendant les 1000 mètres de dénivelé négatif de cette dernière descente. Il y avait ensuite une partie goudronnée finale. Est-ce que là, tu t'autorises à commencer à réaliser ce qui est en train de se jouer, ou est-ce que c'est trop tôt et que là, il y a encore une course à finir? Et puis, deuxième sous-question, est-ce qu'il y a aussi derrière tout ça l'idée de se dire que chaque seconde que tu peux prendre en continuant à appuyer, c'est aussi une seconde qui peut servir l'équipe de France plus globalement pour un titre par équipe? Ouais, dans tous les cas, voilà, j'avais à cœur de tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée pour l'équipe et pour justement ça se joue au temps, donc il n'y avait pas de seconde à lâcher. Et
bon, sur le goudron, je commençais quand même à me dire que ça devrait le faire parce que j'avais croisé en plus dans la descente Olivier Guy qui disait Clémentine championne du monde, enfin comme si c'était fait. Alors je m'autorisais pas à le croire dans la descente, mais bon là il restait vraiment plus beaucoup de mètres et ouais, je commence à me dire que ça va le faire, ouais. Même si c'est bien sûr le passage de la ligne qui l'entérine. Cette ligne, tu l'as franchie après 4h53 d'effort, devant Judith Wider, qui est 2 minutes derrière toi, et Teresa Leboeuf, les deux Suissesses. Franchir la ligne devant, ça veut dire devenir championne du monde de trail court. C'est quoi, à cet instant-là, la première sensation qui te prend? C'est de la surprise, c'est de la fierté, c'est un relâchement? Qu'est-ce que tu te dis là, ou est-ce que c'est impossible finalement c'est tellement puissant que tu as du mal encore aujourd'hui à te dire ce que tu ressentais à ce moment-là? Non, c'est de la joie, une joie immense et une libération aussi parce que j'étais quand même allée au bout de moi-même et donc joie plus libération plus ouais, du bonheur, juste du bonheur en barre. En plus plein de monde de proches à l'arrivée, il y avait Fleury donc c'est la première personne que je vois. Fleury qui est ton compagnon, je sais pas si on l'a dit, peut-être on a parlé tout à l'heure, mais pour préciser pour nos auditeurs. Donc j'étais super heureuse et soulagée d'avoir franchi cette ligne. En plus le temps était vraiment canon, donc vraiment pleinement satisfaite de la course. Mais bon, sur le coup, voilà, juste de la joie et du soulagement. Ça a été quoi, selon toi, les 2-3 clés de ta réussite? Qu'est-ce qui fait que ça s'est si bien passé pour toi? C'est les ingrédients, je dirais que c'est de se sentir bien, pleine d'énergie. Donc là, j'avais vraiment, comme je te disais la veille de course, j'avais vraiment de l'énergie à revendre et j'ai réussi à canaliser toute cette énergie pour la performance, pour la course. Ça, c'est bien. Je pense que je me suis pas éparpillée en amont. Finalement, d'avoir ce statut d'outsider, on va dire, c'est aussi confortable parce que du coup, t'as juste envie de donner le meilleur de toi-même. J'en avais déjà fait des championnats du monde en 2019 de trail. Et voilà, je m'attendais pas forcément à briller comme je l'ai fait. Et donc, je me disais, tu pars et tu fais le mieux que tu peux. Donc, cet état d'esprit au départ était aussi contribué au succès, je pense. Et puis, j'étais bien entraînée. Je pense que cet entraînement, il m'a permis de me rassurer en grande partie parce que j'avais quand même fait beaucoup de dénivelé, beaucoup de sorties longues. Donc tout ça, ça converge vers un état d'esprit serein et de l'énergie au début de la course. Est-ce que malgré ce scénario qui a été parfait, ou en tout cas maîtrisé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou une optimisation que tu verrais, un enseignement que tu tirais de la course? Ou c'est franchement, idéal? pendant la course, je changerais pas grand-chose, hein, parce que là, non, là, j'ai rien à changer. Je pense que je pouvais pas faire mieux, honnêtement. Du coup, les 2 minutes d'avance, c'est les seules que j'aurais pu prendre. Non, vraiment, je pense que même si oui, alors à un moment, je me suis un peu endormie sur un faux rythme, mais je pense que non, j'ai vraiment suivi le scénario idéal. A posteriori, je me rends compte que j'aurais pas pu faire mieux. Il y a cette victoire en individuel, mais il y a aussi un titre par équipe avec Louise qui finit 10e, Lucille 15e, puis il faut associer bien sûr Marie Goncalves 28e et Noémie Vachon 31e, un beau tir groupé quand même de l'équipe de France. Tu as pu suivre tout ça, tu as pu te remobiliser ensuite pour les encourager sur la ligne d'arrivée et puis espérer que leur performance vous permettrait aussi de décrocher ce titre par équipe. Oui, bah ouais, à l'arrivée du coup, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, tout ça, et puis rapidement, je suis allée donc voir Adrien et le reste du staff, et puis voilà, en leur demandant aussi ce qu'ils pouvaient en être par équipe. Donc ils étaient pas sûrs forcément parce qu'il y avait quand même 2 Suissesses sur le podium. Donc la question c'était où est la 3e Suissesse? Et non pas où est Charlie. Non. Et a priori, elle commençait à perdre du terrain. Donc ouais, j'attendais avec impatience l'arrivée des filles et de faire un petit peu tous nos calculs. Donc ça c'est génial de partager un titre par équipe. Ça rend l'aventure collective hyper satisfaisante, hyper grande et ouais, ça nous délie forcément. On était trop contentes. Est-ce que vous avez pu mesurer, parce que nous, pour l'avoir un peu vécu de l'autre côté de l'écran, à défaut d'être sur place, l'enthousiasme et l'engouement
qu'ont suscité globalement ces 4 jours de compétition et puis les brillantes performances de l'équipe de France. Est-ce que toi, tu arrivé à te rendre compte à quel point tous les gens de la communauté trail qui suivent cette compétition ont été enthousiasmés, stupéfaits, admiratifs des performances globales que l'équipe de France individuellement et collectivement a menées? C'était palpable pour toi ou peut-être tu l'as ressenti plus en revenant? Eh ben, ça l'a été palpable, si, à travers tous les messages, via les réseaux sociaux. Ce qui est assez rigolo, c'est que en fait, le jour de la course, tu sais, fallait avoir un petit téléphone portable avec soi qui fonctionne. Et donc, le jour de la course, je mets ma carte SIM dans mon nouveau téléphone et il me demande le code PIN. Et en fait, je le connaissais pas, mon code PIN. Une fois sur deux, je l'oublie. Et là, je l'avais vraiment oublié le matin. Donc, j'ai bloqué ma carte SIM. Fallait avoir le code POC pour la débloquer. Et heureusement, avec le boulot, j'en ai une deuxième dont je connais le code PIN. Donc, pour la course, j'avais ma carte PIN ma carte SIM du boulot en état de fonctionner. Mais du coup, le soir, j'avais pas allumé mon téléphone du tout et j'ai réussi à le débloquer le soir vers 22h. Et là, j'ai vu tous les messages. Vous avez 7142 nouveaux messages. Ouais, c'est un peu ça, vraiment. Il y avait plein de messages, plein de gens qui disaient tu nous as fait vibrer, c'est fou, enfin incroyable. Et là, je me suis dit ah oui, ça a quand même touché beaucoup de monde, quoi. Tu vois les likes sur les publications de la FFA, les commentaires, non, c'était super étonnant et en même temps super plaisant. C'est vrai que après il fallait du temps pour répondre à tout le monde, mais c'est beau de l'avoir fait. Ça fait ouais, ça faisait vraiment plaisir. Oui, il fallait quand même. Là, ça fait trop plaisir. C'était incroyable, ouais. On a été très très nombreux à vibrer en tout cas. S'il y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais de ces championnats du monde? Eh ben, la ligne d'arrivée quand même. La ligne d'arrivée parce qu'elle a été, comme je disais, une ligne de joie et de soulagement, de libération. Toujours cette ligne d'arrivée. Elle était trop attendue pour que je ne la cite pas. Est-ce que quelque part dans un coin de ta tête, il y a déjà cette idée d'aller défendre ton titre de championne du monde, ou est-ce que là on repose les briques les unes après les autres et il faut aller rechercher une sélection et puis se reprojeter, faire en sorte déjà d'être sur la ligne de départ pour les prochains championnats du monde? Il y a les championnats d'Europe d'ici là. Est-ce que c'est des choses que tu as en tête? Ah oui, je les ai en tête, mais c'est vrai que rien n'est acquis et ça je le sais bien. Hein. J'ai connu j'ai pas toujours gagné dans ma vie et je sais ce que c'est de ne pas gagner et de toute façon je pense qu'on ne peut pas toujours gagner. Là il y avait l'alignement des planètes et c'est incroyable de vivre ça et c'est pour ça que je savoure encore plus parce que je sais que c'est des moments rares et privilégiés de la vie. Donc forcément oui, je l'ai dans un coin de ma tête toutes les prochaines échéances, mais je sais aussi qu'il faudra avoir le niveau requis pour honorer ces rendez-vous et qu'il faudra repasser par du travail et de l'entraînement. Mais j'en ai envie et puis j'ai à cœur de continuer à donner le meilleur que je peux et continuer de me découvrir aussi dans ce sport. Merci beaucoup Clémentine d'être venue avec nous sur cette course totalement épique. On va parler maintenant un petit peu d'avenir avant de se dire au revoir. Est-ce que tu peux nous parler de la suite de ton année 2023, de quoi elle va être faite? Oui, alors... Tu repars vite, tu remets vite un dossard là je crois? Oui, là je vais faire la Sky Race de Schleswig, donc de nouveau en Autriche le 22 juillet. Ça va être une manière pour moi, là j'avais commencé avec la Sky Race des Mathésins, donc je vais faire celle-ci en Autriche et ensuite Matterhorn Ultrax qui est encore une manche des Skyrunning Series là du circuit qui est le 26 août celle-là. Comme ça j'aurais fait mes 3 courses, mes 3 manches qui me permettront ensuite d'accéder à la finale des Skyrunning qui a lieu le 28 octobre à Limone. Donc en Italie. Donc pour finir ma saison, j'ai envie de finir sur ce circuit skyrunning et ensuite voir pour la saison d'après comment ça se déroule. Et on va aussi faire le 29 septembre, alors ça c'est autre chose, mais on va faire les championnats de France et en même temps les championnats d'Europe de raid avec Fleury, Sylvain Cachard et Pierre Martinez. Donc Pierre Martinez qui est aussi un orienteur et Fleury qui est orienteur à la base et donc Sylvain Cachard qui est coureur en montagne, trailer.
Donc on va essayer l'aventure un peu raid sur un format 18-24 heures. Parfait, donc il y aura quoi comme épreuve pour ce raid? Donc non, il y aura, c'est en Haute-Loire, il y aura du kayak, il y aura de la course à pied, enfin du trek, il y aura quelques épreuves de corde, donc ça on découvrira un petit peu, et donc tout en orientation et bien sûr du VTT. Beau programme, en tout cas t'avais un sourire qui en disait long sur l'excitation qui a l'air de susciter ce rendez-vous. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, et c'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nous qui aurait particulièrement de sens pour toi? Oui, alors ça c'est le premier message que j'ai reçu de ma maman après le championnat, et enfin ça m'a énormément touchée parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai pas toujours été la plus actrice de ma vie, enfin du moins dernièrement, comme je disais, j'étais dans un équilibre mais qui ne me satisfaisait pas au plus profond de moi, et là j'ai l'impression maintenant d'avoir davantage pris en main ce point-là, et donc elle m'a envoyé comme message ne lâche plus jamais les commandes de ta vie, tu pilotes très bien par toi-même, et ça m'a énormément touchée quand je l'ai reçue, et voilà, je pense que c'est une devise que déjà qui me conduira pour la suite et qui peut peut-être inspirer pas mal de monde. Tu pilotes sacrément bien tes courses en tout cas, ça c'est une certitude. tu as ton permis haut la main et haut la jambe. Merci Clémentine, c'est la fin de cet épisode, je n'ai rien vu passer. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta performance individuelle remarquable, et puis elle est doublée d'une réussite collective qui est tout aussi enthousiasmante, donc ça lui donne aussi beaucoup de saveur. Si tu proposes des stages de descente là entre toutes tes courses de skyrunning et puis de raid, sache que tu as ton premier client, n'hésite pas à me faire savoir si tu as des créneaux. Ça marche. Et voilà, merci encore pour tout, amuse-toi, voilà, et puis effectivement sois aux commandes de ta vie et de ce que tu as envie d'en faire pour la suite, et merci encore, c'était un très très chouette moment. Merci beaucoup à toi Guillaume, j'ai plaisir partagé, j'ai vraiment bien aimé échanger avec toi pendant ce podcast. Merci infiniment, à bientôt Clémentine. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.